Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast Made in USA. On va parler NBA cette fois. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés là autour de cette table. On s'était quitté pour le Super Bowl. Cette fois, on va revenir aux choses sérieuses. On va revenir au basket et à la NBA. Et puis voilà, exactement. J'ai le plaisir aujourd'hui avec moi d'avoir Eric Lenoir. Comment ça va? Très bien. Prêt pour les playoffs? Ah oui, tout à fait. On est chaud. Ça va être chaud. Ouais. On est très chaud. Et puis un invité aussi qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à avoir, Anthony Lambeau. Oui, merci, bienvenue. Tu vas bien? Oui, super. Impatient de pouvoir débattre à ce sujet. Bah oui, évidemment, on va parler playoff, mais surtout, avant, une petite félicitation quand même à Anthony qui a gagné la Coupe de Belgique la première fois avec Limburg United, donc félicitations Anthony. Merci beaucoup. Bon allez, on part directement sur les choses sérieuses, comme on vous le disait, on va parler des playoffs, mais avant, on va quand même revenir sur cette saison régulière qui nous a quand même réservé pas mal de choses. On a vécu beaucoup de choses. Et donc, messieurs, je vais vous demander tout simplement quelle a été votre déception de la saison, Eric? Ma déception, elle a été double. Et c'est amusant parce que c'est vraiment les deux équipes que beaucoup de gens voyaient en finale. Donc voilà, mes déceptions, ce sont les Lakers et ce sont les Nets, même si les Nets, eux, sont qualifiés. Les Lakers, moi, j'y croyais pas. Donc à ce niveau-là, j'ai été cohérent. Depuis le début. Depuis le début, j'ai dit, moi, j'y crois pas, ça marchera pas. Ça s'est malheureusement vérifié. Et je dis malheureusement, vraiment, sincèrement, parce que c'est toujours dommage d'avoir une franchise comme ça. Avec une telle aura de... Avec la fanbase, c'est plus suivi. Qui se viande, mais grandement. Et ça devient vraiment un des plus gros flops de l'histoire de la NBA, parce que sur le papier, jamais une équipe avec un tel CV n'avait terminé 11e. Donc c'est quand même incroyable. Il y a quand même 2 anciens MVP avec LeBron James et Westbrook, 5 futurs Hall of Famers avec LeBron, Westbrook, Melo, Davis, Howard, et puis l'un des 5 meilleurs joueurs de tous les temps avec LeBron. On peut dire ça comme ça sans vexer personne. Donc voilà, si vous voulez encore, j'ai même des chiffres plus poussés si vous voulez. Les Lakers cette année, c'était 53 apparitions au All-Star Game, 44 présences dans les All-NBA Teams, 6 titres de champion, 122 493 points, 46 329 rebonds, 25 164 passes. Même les Lakers de Kobe, Dwight, Nash et Gasol, avec le même type de problème à mi-chemin, avec les blessures, l'alchimie foireuse, etc., ils avaient quand même réussi à finir 7e à l'Ouest. Donc voilà, c'est la grosse déception pour moi. Et les Nets, ils sont encore là, donc il ne faut pas les enterrer trop vite. On va parler des Nets un peu après. On sent que tu as préparé le dossier, en tout cas, je suis chaud. contre les Lakers. Mais pas contre, mais juste... Tous ces chiffres aussi, ça montre qu'il y avait de la vieillesse. Anthony, selon toi, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché du côté des Lakers? Moi, je pense que ça a commencé notamment un peu avec, si on regarde un peu l'âge de tous ces joueurs. C'est ça, la vieillesse, ouais. C'était un risque à prendre. Comme Eric l'a dit, c'était des joueurs avec un gros CV, donc on savait qu'ils étaient capables de faire quelque chose, mais malheureusement, il n'y a pas eu cette alchimie pendant la saison. Il y a eu beaucoup de blessés, des joueurs mis de côté, on essayait de les mettre au repos, de les faire jouer ensemble. Mais au final, ça n'a jamais accroché, ça n'a jamais collé, et du coup, malheureusement, ils n'ont pas pu mettre cette équipe en play-off. Et comme Eric l'a dit, je pense que c'est un gros flop, parce que quand on voit tous les joueurs réunis dans cette équipe, c'est vraiment triste et dommage. Et Westbrook, souvent, c'est lui qu'on pointe du doigt dans les médias, que ce soit européen, surtout américain, c'est vrai. Est-ce qu'on est d'accord avec ce pointage du doigt? On voit des compilations où Westbrick, il met des briques partout. C'est pas faux, mais est-ce que ce n'est que de sa faute? Non. Enfin, en tout cas, pour moi, non. Il sert de bouc émissaire. Et ça, c'est assez injuste, même si je suis le premier à dire que voilà, ça n'a pas fonctionné. Westbrook n'a pas fonctionné aux Lakers. Il est quand même leader de l'équipe dans plein de catégories, rebonds, etc., etc. Donc, il faut voir ses stats qui sont quand même pas mauvaises. À la fin de saison, c'était lui qui tirait les Lakers. Le peu qu'il y avait, c'était lui. Alors, est-ce que maintenant... Alors là, je vais encore me faire allumer parce qu'on va encore... on peut dire que c'est un anti-LeBron, etc. Donc, je vais commencer par Davis. Davis, qui a malheureusement confirmé son statut de joueur de cristal. Ça, c'est clair. Ça, on l'avait dit aussi en début de saison. Tout va dépendre de l'état de santé de tout le monde, en plus de l'âge, dont on avait parlé aussi. Et puis, il y a un moment donné, il y a quand même ce problème d'alchimie qui n'a jamais pris. Alors, trop d'ego, trop d'expériences différentes. Est-ce que... Moi, je suis désolé, mais le recrutement était bon? Non, je ne pense pas. Ça n'a pas été équilibré.
LeBron a joué son rôle dans le recrutement, je suis désolé. Ça, c'est clair. Non, mais bon, c'est comme ça. Il l'assume aussi. Il l'assume, oui, si on veut, mais enfin bon. Il a quand même joué un très grand rôle. Il a fait venir Westbrook. On a eu la sortie de Magic Johnson qui a expliqué que, logiquement, c'était DeRozan qui devait venir et que LeBron a insisté pour avoir Westbrook. Il a insisté pour avoir d'autres joueurs. Il en a fait partir d'autres. Donc il y a une responsabilité de LeBron dans l'échec des Lakers, ça c'est indéniable. Maintenant, c'est un échec collectif. Vogel n'a jamais réussi à trouver le système qui pouvait convenir. Pas facile avec des gars comme ça, mais bon, c'était son job. Il n'a peut-être pas la carrure pour une équipe comme les Lakers. Et donc voilà, mais tout mettre sur le dos de Westbrook, je trouve ça assez injuste. C'est compliqué. Anthony, est-ce que selon toi, il est grandement, sans dire totalement, responsable de cet échec des Lakers? Non, c'est quelque chose que je pense aussi dans le fait que, comme Eric dit, le problème c'est qu'on met la faute sur Westbrook parce que c'est lui qui a peut-être eu le plus de flops pendant la saison. Un tir qui va toucher les 24, le petit shot à mi-distance qui va toucher aussi la planche. Donc, on va dire que Westbrook a apparu plus que nécessaire dans chaque team de foule. Du coup, les gens mettent facilement la faute sur Westbrook. Mais au final, comme Eric l'a dit, les stats, elles ne mentent pas. Westbrook a fait une saison avec des stats quand même plus que correctes. Alors à côté, tu as un LeBron qui fait aussi des gros stats. Donc forcément, on va retenir les stats de LeBron. Et Westbrook est que derrière LeBron. Mais en fin de saison, c'est Westbrook qui tire l'équipe. Mais moi, je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il y a un moment donné... Désolé les gars, mais est-ce qu'il y a un moment donné, en fin de saison, est-ce que LeBron ne jouait pas simplement plus pour essayer d'avoir ses stats et ses records que pour l'équipe? De battre ce record de points. De ce que j'ai vu comme match, la question peut être posée. Oui, la question peut clairement être posée. En attendant maintenant, il n'y a plus de coach du côté des Lakers. Alors très vite, qui est-ce que vous avez envie de voir? LeBron. En tant que moi, ce qui est sûr, c'est que moi, j'y vais pas. Coach joueur LeBron, ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas? Ça pourrait être le premier ça serait peut-être le seul coach qui arriverait encore à coacher LeBron. Il y en a qui ont essayé. Ça s'est fait à un moment en NBA et avec Bill Russell, je pense. Et puis il est déjà joueur-manager. Oui, voilà, c'est ça. Joueur, manager et coach. Ça va faire beaucoup. Il y avait Vincent Kompany qui a essayé aussi du côté du football. Vrai. Donc pourquoi pas. Bon. Est-ce qu'on parle un petit peu des Knicks aussi? C'est l'autre grande déception. Très vite, peut-être les Knicks. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du côté des Knicks et pourquoi Evan Fournier? Encore une fois, je ne pense pas qu'il faille mettre la faute sur un seul joueur. Non, je disais ça en rigolant, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ça a été très vite la déception, les Knicks. On a très vite vu que ça ne marcherait pas. Ils ont bien commencé. Ils ont fait un bon début de saison. Oui, puis après, ils se sont éteints. Et... Le début était court. Oui. Le début était court. Il y avait une hype autour des Knicks. J'ai même pas compris pourquoi il y avait une telle hype au départ. Après, est-ce qu'il faut parler de Tom Thibodeau? Il y a quand même eu qui écartent certains joueurs. On fait des trades autour de certains joueurs. Ouais. Et le coach sort en disant non, lui, il ne jouera pas. Bizarre. Donc, est-ce que voilà, et puis en plus, il avait ses hommes à lui, les gars des Timberwolves, qu'il ne faisait plus jouer non plus. Donc, il ne fait pas jouer ceux qu'on lui offre, il ne fait pas jouer ceux qu'il a fait venir avant. Donc, on ne comprend pas bien. Ouais, c'est clair que du côté des Knicks, c'était compliqué. Il y a eu plusieurs histoires aussi avec Randle. Donc, il y a eu des matchs où il passait complètement à côté de son match. Il n'a pas eu le même rendement que la saison passée. L'année passée, il a fait une saison de malade, All-Star et tout ça. Et cette saison-ci, on n'en a pas entendu parler. Il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits entre Randle et son coach. Est-ce que le problème n'était pas mental aussi du côté de Randle? Parce qu'on a vu que c'est un petit peu la mode en NBA aussi de parler de ces soucis-là, dont il faut parler. Kevin Love a osé le faire. Mais on a l'impression que Randle, comme tu dis, il était très bien la saison dernière et là, d'un seul coup... il n'a peut-être pas assumé lui-même, son rôle de leader comme il a eu l'année passée. Il n'a pas eu le même rendement et il a commencé peut-être à douter et puis remettre la faute un peu à droite, à gauche. Et du coup, c'est peut-être ce qui a créé un conflit à l'intérieur. Et au final, ça s'est propagé et les Knicks ont été en problème. Ouais. Donc en tout cas, ni les Knicks, ni les Lakers en play-off. Et puis, il y a les Nets dont on parlait. Alors... Les Nets, est-ce qu'on les met du côté des déceptions ou du côté finalement des équipes auxquelles on s'attend? Ils sont en play-off. En fait, j'ai presque envie de les mettre dans la catégorie surprise, puisque on va en parler après. Bonne transition. Donc voilà, c'est compliqué. Moi, je les garde maintenant comme des sérieux outsiders, on va dire. Mais c'est décevant quand même, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses extra-sportives. Il y a eu le problème Kyrie, il y a eu le problème Harden.
Donc, on ne peut pas vraiment parler on parle beaucoup de Steve Nash aussi, mais bon, quand on voit les problèmes auxquels il est confronté, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, je pense que c'est une déception sur la qualité de leur saison régulière. Après, on les attend les premiers. Ils sont encore là. Et ils peuvent aller jusqu'au bout. Et alors, au moment où on enregistre cette émission, on est donc le jeudi, et on vient de me souffler dans l'oreillette que Ben Simmons allait jouer en play-off. C'est ce qu'on a dit. Ça peut clairement pencher dans la balance aussi. Hein. Oui, sauf que Ben Simmons n'a pas encore joué un seul match avec les Nets. C'est pas intégré au système. Ben Simmons, ça fait plus d'1 an qu'il ne joue plus. Il a été blessé, donc manque de rythme. Alors déjà, c'est pas évident, et ça Anthony peut le confirmer, c'est pas évident pour un joueur de revenir en pleine saison régulière. Surtout qu'en plus, ce serait une nouvelle équipe. En plus, dans une nouvelle équipe avec des nouveaux systèmes, etc. Ouais. Et en plus, revenir. Du coup, il a le temps de les étudier, les systèmes, pour l'instant. Oui, ça sur le coup. S'il les connaît pas, c'est que vraiment, il a fait autre chose. Mais revenir en play-off NBA, où là, le niveau d'intensité, il fait x5 par rapport à la saison régulière, waouh, c'est costaud. En plus, il va y avoir une pression autour de son nom. Je veux dire, c'est Ben Simmons, on en parle beaucoup. Donc, il va devoir apporter quelque chose. Si c'est pas le cas, on va lui tomber dessus, les médias américains vont lui tomber dessus tout de suite. Tout de suite, donc, ça c'est clair. Surtout qu'il est dans une équipe qui tourne déjà, avec des Kyrie, des KD. Donc je pense qu'il va devoir trouver sa place. Et trouver sa place en play-off, ça risque d'être très compliqué. Surtout chez les Nets, comme on le disait. Mais c'est une bonne question que Eric posait. À quel point c'est compliqué en tant qu'athlète professionnel de s'intégrer dans une nouvelle équipe avec des nouveaux systèmes? On ne se rend pas toujours compte de ça. Mais si on peut intégrer l'équipe directement, on va dire que ça se fait au fur et à mesure. Mais ici, dans le cas de Simons, qui est resté 1 an à l'écart de sa propre équipe, qui ici a été transféré dans une nouvelle équipe, après ici, il s'entraîne peut-être un petit peu avec eux, mais ça risque d'être difficile, parce que comme j'ai dit, il va devoir trouver sa place. C'est quand même un All-Star, donc c'est un joueur qui a un statut. C'est pas n'importe. Il va devoir arriver sur le terrain et dire Ben Simmons est de retour. Ça risque d'être difficile. Hein. Bon, c'est compliqué, en tout cas, on aura ça à l'œil, bien sûr. On va parler des surprises, comme Eric l'a superbement vendu. Quelles étaient, Anthony, on va commencer par toi, vu qu'on a commencé tout à l'heure avec Eric, quelle était ta bonne surprise de la saison? Moi, je vais prendre les Grizzlies. Ah, Memphis. Avec, on va forcément parler de Ja Morant, mais je pense qu'on peut parler des Grizzlies en général, parce que si on prend le record de cette année, quand Ja Morant est out, ils ont fait un record assez hallucinant. Hein. Alors, OK, ils ont été impressionnants avec Ja Morant, mais même sans lui, c'est une équipe qui a été impressionnante et qui finit 2e. Oui, clairement. Donc, pour moi, c'est la surprise de cette saison. Et c'est là qu'ils ont réussi ce que les Lakers n'arrivaient pas à faire, jouer sans la star, entre guillemets, Ja Morant, et continuer à avoir cet amour du basket. Moi, c'est ça que j'ai adoré. Il y avait une hype autour, exactement, un enthousiasme, un amour du basket. Comme à Cleveland, qui a fini plus bas, mais bon. On adorait, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, moi j'ai eu l'occasion de commenter quelques matchs de Memphis, ça respire le jeu, ça respire le basket. On peut voir que le ballon circule librement à droite, à gauche. Ils ne regardent pas, il faut passer la balle, par exemple. Si les Lakers, à LeBron, ou à Westbrook, ou à Davis, là, la balle, elle tourne, que ce soit avec Ja Morant ou sans lui. Tout le monde est impliqué. Et du coup, ça te fait que l'équipe est performante. D'accord avec cette petite surprise? Oui, Memphis, bien sûr. Maintenant, s'il faut en citer d'autres, parce que j'avoue que j'avais choisi Memphis. S'il fallait en choisir qu'une, j'aurais choisi Memphis aussi. C'est normal. Maintenant, s'il faut en choisir d'autres, on peut parler de Cleveland, on peut parler de Golden State. Golden State qui, malgré tout, sans Klay Thompson, et au départ avec des petits problèmes aussi dans l'effectif, ne tournait pas vraiment. Draymond qui était absent, enfin ça fait beaucoup. Hein. Ils sont quand même là, ils terminent dans le top 3, avec un Curry qui a fait une première partie de saison, enfin 2 tiers de première partie de saison, mais monumental. C'est parce qu'il a été blessé, sinon il serait aussi candidat au titre de MVP. C'est clair. On a le retour de Klay qui montre de très bonnes choses. Donc ça reste quand même, doucement, on va dire quand même une demi-surprise, les Golden State Warriors. Et alors Cleveland, même s'ils ne sont que dans les play-in. Mais franchement, moi j'ai eu l'occasion, on parlait de commenter des matchs, j'ai eu l'occasion de commenter Cleveland, je suis resté comme ça. Je me dis, mais c'est quoi cette équipe qui... La même description que tu as faite pour les Grizzlies, ça sentait l'enthousiasme, le plaisir de jouer, et puis l'intelligence aussi, ballon qui circule beaucoup, et une vitesse d'exécution, et puis des gars comme... Et attention, Cleveland qui jouait, avec aussi des gros absents toute la saison. Il y a eu beaucoup de blessures. Donc il y a quand même Colin Sexton qui n'était pas là. Il y a un gars comme Darius Garland qui a explosé cette saison.
Donc c'était une des bonnes surprises aussi. Non, c'est clair que les Cavaliers, on les attendait pas du tout là. Et du coup, ma question, et j'ai envie de regarder Eric, parce qu'on en a parlé dans les médias américains, le retour de LeBron à Cleveland ou pas? On en a beaucoup parlé. Vu que ça fonctionne, il y a eu Kevin Love qui a lancé 2-3 perches. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait avec... S'il vous plaît. Est-ce qu'on aimerait voir ça ou pas? Non. Non. Foutez la paix à cette équipe de Cleveland, s'il vous plaît. Ils nous offrent du beau basket avec des jeunes prometteurs. Laissez ces jeunes grandir en paix. Et encore une fois, voilà, mais regardez, LeBron est arrivé aux Lakers. Regardez les joueurs qui sont partis. Ouais. Et où ils sont maintenant? On a Ingram qui a été ensuite meilleur 6e homme. On a Lonzo Ball qui malheureusement est blessé, mais qui faisait du très bon boulot à Chicago. Et Clarkson qui est candidat à 6e homme à Utah. Enfin, je veux dire, et Randall aussi. Donc voilà, Randall, je veux dire tout ça. D'Angelo Russell, je sais pas si D'Angelo Russell, je crois qu'il est plus s'il est parti juste avant. Ouais. Mais enfin, il y avait un truc en devenir, et on sait que. Alors, je ne dis pas que c'est LeBron qui a demandé qu'il parte, mais en tout cas, on sait que l'entente ne s'est pas faite et que donc ces joueurs sont partis ou ont été. Dans les franchises où il y a moins de pression, où il y a moins de pression. Mais ils ont été tradés, je suis pas sûr qu'ils voulaient tous partir. Hein, oui, ça c'est clair. De toute façon, ça dépendra de où va jouer son fils, ça, on en est sûr. Aussi, oui. J'avais aussi envie de vous parler un petit peu des Bulls. Parce que les Bulls, il y a eu des DeRozan, dont on parlait tout à l'heure, qui avait été classé par Bleacher Report, hein, le média américain, comme le plus mauvais transfert de l'intersaison. Finalement, il explose, il y a un Vucevic, et là aussi, il y a une sauce qui prend du côté des Bulls. Alors, c'était pas mal ce qu'on a vu quand même du côté de Chicago. C'était pas mal au début, c'était pas mal sur les 2 tiers de la saison régulière. DeRozan, on en avait parlé au début de saison dans le premier podcast. Moi j'avais dit si DeRozan retrouve son niveau All-Star, ce sera une super pioche. Il a retrouvé son niveau All-Star, c'était une super pioche. Vucevic a quand même un petit peu déçu sur la fin. Sur la fin, beaucoup. Il a fait un bon début de saison et puis malheureusement il s'est un peu éteint et les Bulls s'en sont ressentis aussi. Bon, malheureusement Lonzo Ball était blessé. Donc, ça aussi on le ressent. Hein. Donc voilà, donc on espère que ces Bulls-là nous reviendront en octobre avec un roster complet, en bonne santé, et qu'on voit un peu ce dont ils sont vraiment capables. Et pourquoi pas en play-off avec les retours de Caruso et Williams. Mais bon, peut-être. Il y a un petit point d'interrogation sur les Bulls, ça pourrait être la surprise des play-offs. Ça fait partie des équipes que personne ne veut jouer. Non, ça c'est au complet, ça reste une équipe très difficile. Les joueurs vont perdre, enfin les équipes qui vont jouer contre les Bulls vont perdre des plumes. Hein. Ça c'est clair. Voilà, ils passeront peut-être, ou ils passeront même sûrement. Pas facilement. Mais il n'y aura pas de sweep contre les Bulls. Non, c'est impossible. Et puis j'avais aussi noté, mais c'était dans les déceptions, le record des Kings quand même, Sacramento, un petit mot sur Sacramento qui fait venir Sabonis et puis. Est-ce qu'on y croit dans le futur en fait à ce duo Fox-Sabonis? Je suis pas sûr que parce que Fox cette saison, on n'en a pas entendu parler. Sabonis qui cartonnait assez bien à Indiana, incompréhensible le transfert aux Kings. Transfert bizarre, hein. Donc, bizarre non, dans le sens où Indiana veut reconstruire manifestement. Ouais. Donc il y a probablement Miles Turner va partir aussi à l'intersaison. On va faire un nettoyage. Donc il y a une volonté de reconstruire et de repartir à zéro. Donc on se débarrasse des gros salaires. C'est souvent comme ça que ça marche en NBA. Maintenant, De'Aaron Fox, je suis pas sûr qu'il va rester à Sacramento. On s'est défait de Marvin Bagley, qui était quand même un top 3 de draft. Ça, c'est une déception. Bon, voilà. Qui a été drafté devant des gars. Ah oui, non, mais c'est voilà, donc c'est vraiment. Ça, c'est incompréhensible du côté des Kings. Donc c'est compliqué à Sacramento. On a l'impression qu'ils ont un peu perdu le fil depuis plusieurs années et ils n'arrivent pas à se reconstruire convenablement. Compliqué du côté des Kings. Et maintenant, la saison régulière, ça veut aussi dire trophée individuel. Alors on va aller assez vite, comme ça on aura le temps de parler assez longuement des playoffs. Je vais vous demander assez vite de me donner le coach de l'année, tout simplement. Anthony? Le coach des Suns. Ok. Monty Williams, il a d'ailleurs été déjà désigné coach de l'année par ses pairs. C'est pour cette année, encore une fois. Moi, je vais quand même donner une mention à Chris Finch,
pour ce qu'il fait avec les Wolves. Et puis parce qu'il a ce petit côté belge. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup il y a une dizaine d'années lorsqu'il était à Mons, et c'est vraiment un chouette gars. Et c'est bien de voir Chris Finch qui a fait son parcours. Il a d'abord commencé comme assistant, il a traîné un peu partout en NBA, à Houston notamment. Et puis là, il a eu sa chance aux Wolves, et je trouve que ce qu'il fait, c'est pas mal. Okay. Surtout qu'il vient de qualifier son équipe pour les playoffs. Bah oui, c'est ça. Pour les playoffs. Avec Patrick Williams qui était en pleurs, comme s'il avait gagné le titre. Moi, je voulais aussi donner une petite mention à Nick Nurse, qui a quand même fait une très très belle saison avec pas toujours des... Oui, pas évident. Des stars, donc pas évident. Petite mention, on verra bien effectivement, mais je pense que Monty Williams est bien placé quand même pour aller chercher ça. Un ex-belge aussi. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, hein, messieurs, il faut passer par la Belgique et puis aller tenter votre chance en NBA. Le défenseur de l'année, Eric. Eh bien, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais dire Marcus Smart. Ah, ok. Parce que beaucoup se tournent encore une fois vers Rudy Gobert. Je trouve que Rudy Gobert a quand même montré ses limites à un moment donné. Je dis pas qu'il est pas bon. Le choix logique. Mais il a montré vraiment ses limites plusieurs fois, notamment dernièrement contre les Warriors, où il s'est fait complètement manger sur les pick and roll par Klay Thompson. Et on peut pas dire je suis défenseur de l'année quand on se fait manger comme ça. Parce qu'il y avait là sur le coup, il y avait un manque de QI basket c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé plein de fois. Ouais, Thompson a même plaisanté sur la chose après. Ou quand ça joue des 1 contre 1 contre des Embiid ou des Jokic, ça reste des gars qui mettent quand même 20 à 25 pions sur Rudy Gobert. Donc si tu veux être le défenseur de l'année, tu dois parvenir à limiter ces top joueurs. Et Marcus Smart, non seulement il a un apport offensif, en plus, défensivement, il fait de très très bonnes choses, et puis il y a cette grinta qu'il amène. Pour moi, ce leadership et la grinta. Marcus Smart à Boston, c'est un peu comme Draymond Green à Golden State, mais avec les points en plus. Il marque plus que Draymond. Après, il prend moins dans d'autres stats. Ouais. Mais voilà, c'est un peu pour moi le même genre de personnage. Je sais pas ce que. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais aussi un peu Marcus Smart, mais sinon j'étais sur l'ailier des Suns, Bridges. Parce que je trouve que c'est aussi un peu la même chose que tu dis. Il a ce cœur en défense où il tire l'équipe, que ce soit avec une interception, il peut switcher un peu sur un peu toutes les positions et mettre les joueurs en difficulté. Et puis offensivement, il a aussi cet apport des Suns où il peut apporter ses 10 à 15 points à certains matchs. Donc je trouve que c'est des joueurs qui ont un gros impact défensif, mais qui offensivement sont capables d'apporter quelque chose. Donc voilà. C'est important. C'est vrai que c'est important dans le classement. Bon, pas de Gobert, donc pas de Green non plus. Ok. On va passer au MIP. Et là, il y a, je pense, moins de discussion quand même. Ah, je sais pas. Je sais pas si le nom que je vais vous donner fait partie de ceux auxquels vous pensiez, mais en tout cas, pour moi, c'est Jordan Poole. Ah, effectivement, c'est pas du tout. On est d'accord là-dessus. Pour moi, c'est Jordan Poole des Golden State Warriors. Il a pris une envolée, notamment pendant l'absence de Steph et pendant l'absence de Klay. Ouais, c'est vrai. Où le gars, il est pas très vieux, hein, Jordan Poole. Il est encore relativement jeune. Et là, on a cru pendant un moment que ça marcherait pas. Et puis tout d'un coup, il a trouvé son rythme, semble-t-il aussi bien coaché dans les coulisses par Steph Curry. Ouais. Et il est parti, il a fait des matchs phénoménaux. On a vu quelques highlights pas mal du tout. Il a parfois sauvé les Warriors, je veux dire, clairement. Donc si les Warriors sont là où ils sont aujourd'hui, cette saison, je pense qu'ils le doivent aussi à Jordan Poole. Ok, Anthony ? Ouais, exactement pareil. Parce surtout que, comme l'a dit Eric, la saison passée, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé. Et cette année, il a créé une surprise. Il a tiré les Warriors dans certains matchs. Notamment ici en fin de saison, il y a eu des matchs où pas de Curry, pas de Raymond, pas de Klay, mais il faisait ses matchs, il allait chercher ses 30 points et il tirait les Warriors. Et encore une fois, sans vraiment prendre le ballon à lui, il laissait le jeu se dérouler et c'est un joueur qui sait tout faire offensivement. Ouais. Arriver, shooter. Je pensais qu'on allait partir sur Ja Morant, mais Jordan Poole, j'aime beaucoup l'idée aussi. Ja Morant, on a vu ce qu'il plutôt le mettre dans la catégorie presque MVP, quoi. Oui, du coup, il a progressé. Vu qu'il est dans cette catégorie de MVP, c'est qu'il a progressé aussi. Mais on verra bien. On peut aussi parler de justement un autre Bridges du côté des Hornets. Donc là aussi, c'est assez ouvert finalement. Le rookie de l'année. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est Evan Mobley de Cleveland. Alors peut-être que Scottie Barnes ou Cade Cunningham vont réussir à un moment donné, je ne sais pas, via les votes ou je ne sais pas, à lui piquer le trophée. Pour moi, je pense que le rookie qui a eu le plus d'impact dans une équipe
qui malgré tout joue maintenant les playoffs, les play-in, on ne sait pas encore. C'est pas encore, mais au moment où on enregistre les l'émission. playoffs. En tout cas, il a participé à amener les Cavaliers à ce niveau-là. Donc je trouve que Mobley a une petite longueur, gros impact, ouais, c'est vrai, petite longueur d'avance. Moi, je crois que je vais peut-être créer la surprise, parce qu'on n'en parle pas vraiment, mais je dirais le Warner de Orlando Magic. Ouais. Qui a fait une très très bonne saison. Et malgré le bilan, c'est pour ça qu'on en parle moins. Ça, malgré le bilan des Magic, je pense qu'il a fait ses matchs, il a fait sa saison, il a fait ses stats. Peut-être un peu plus discret qu'un Mobley ou des Cunningham, mais les stats au final sont assez... Orlando n'est pas un gros marché médiatique en NBA, n'est pas un gros marché tout court. C'est pour ça qu'on en parle moins, mais c'est vrai que pour avoir commenté quelques matchs du Magic, c'était quasiment le meilleur. Franchement, c'était le meilleur joueur. Il y a Cole Anthony qui essaye de porter un petit peu l'équipe aussi. Mais ce Wagner là, très très fort, effectivement. Le 6e homme de l'année. Tyler Hero. Là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas photo. Un peu plus de 20 points de moyenne, un peu plus de 39% à 3 points. Dans la première équipe à l'Est. Souvent dans la première équipe à l'Est, souvent aligné au moment du money time. Il est souvent dans les line-up qui terminent les matchs. Je pense qu'il n'y a personne qui a eu un impact comme Tyler Hero. Après, je mettrais bien une petite mention quand même à quelqu'un comme Jordan Clarkson des Jazz. Et qui est toujours là. Et à Kevin Love, chez les Cavs, qui, du banc, je trouve, a fait vraiment du bon boulot. On a retrouvé un Kevin Love comme on l'avait connu. Plus serein, plus sain, et qui aime le basket, moi, et puis on l'a retrouvé efficace, on l'a retrouvé un peu comme on le connaissait au moment du titre de Cleveland. Oui, clairement, Kevin Love, donc d'accord. Mais Tyler Hero, loin devant. Il n'y a pas photo, de toute façon, ça va être Tyler Hero. Et puis, la grande discussion, le plus gros trophée, celui du MVP. Il y en a 3 dans la course. Alors, ça on montrera après, c'est la surprise. Est-ce qu'il est là ou pas? Anthony, c'est qui le MVP pour toi? Moi, je dirais Jokic. J'ai envie de dire Jokic, mais je pense que ça va jouer quand même avec Giannis Antetokounmpo. Parce que... Pas Embiid, donc ok. Embiid, je ne le mettrai pas parce que, ok. Je note. Il a fait sa saison, il a fait ses stats, ses gros matchs, mais... Pour être retenu contre toi. Voilà, il n'y a pas de souci, j'assumerai. Mais quand on regarde, Giannis, c'est quand même un joueur qui reste constant. Giannis et Jokic sont les joueurs les plus constants sur la saison. C'est clair. Au niveau des stats, c'est indéniable. Donc... les Bucks sans Giannis... Voilà. C'est pareil pour Denver. Oui, mais enfin, c'est pas. Oui. C'est pareil pour les trois, en fait. Tu retires les 3 joueurs. J'allais dire, c'est comme les Lakers sans LeBron. Ça aurait peut-être été mieux cette année. Donc, il y a les 3 là. Eric, toi aussi sur Jokic le top 3, il est là. Donc, Jokic, Antetokounmpo. Moi, je mettrais quand même Joel Embiid qui termine. Pas américain, aucun des 3. Non, en effet, on va avoir à nouveau. Je crois que c'est la 5e année consécutive. Ça va être la 5e année, qu'on va avoir un MVP qui ne sera pas américain. Il faut quand même laisser à Joel Embiid le fait qu'il termine meilleur marqueur de la Ligue en saison régulière, avec 30 points de moyenne, c'est quand même pas mal. Donc moi je vais le laisser dans le top 3, mais je vais donner ma préférence à Niko Jokic, parce que ce qu'il a fait avec Denver, sans Jamal Murray, sans Michael Porter, il a porté Denver. Là, il a vraiment porté tout. Et il a joué énormément de matchs. Il n'est pas resté sur le repos, il n'est pas resté sur le côté. Malgré cette petite entorse... Avec le jumeau. Avec ses frères. Ça ne dérange personne finalement. C'est pas que ça ne dérange pas, c'est que c'est comme. Ça fait partie des choses qui se passent en NBA. C'est vrai qu'il y a eu un mauvais geste sur Maurice, ça c'est clair. Maintenant, je pense qu'il y a des tas de joueurs qui à un moment donné. Parce qu'on peut-être on en parle moins, parce que c'est dans le cours du jeu. J'ai encore vu là, il y a 2 jours un coup de coude sous l'anneau qui est arrivé en pleine mâchoire. Il y a la frustration. Des fois, on ne contrôle pas toujours. Évidemment, on peut pas être d'accord, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des choses. Oui, clairement. Anthony, petite question, comment est-ce qu'on fait pour défendre face à ce genre de pivot? Peut-être que tu n'as pas des Jokic, évidemment, mais ce genre de pivot... son copain. Je pense qu'il faut envoyer 2 joueurs dessus et puis derrière être un maximum au niveau des rotations. Mais le problème, c'est que c'est un excellent passeur.
il sait shooter à 3 points, il sait dribbler, donc à moins d'avoir un gars... En provincial, on cogne dans les genoux. Voilà, Hein, à moins d'avoir le même gabarit et de vraiment défendre un contre un et avoir de la chance qu'il rate, sinon il faut envoyer presque à chaque fois 2 joueurs dessus pour l'arrêter. T'en as un en tête qui a ce même style de jeu un peu qu'un Jokic que tu as pu croiser Que j'ai pu croiser dans le QI, dans les passes Non, pas comme ça. Belgique, pas à ce niveau-là, non. Ok, bon, le MVP, donc Jokic, on est plus ou moins d'accord, ça va encore être le Joker, ça c'est quasi certain. Messieurs, c'est l'heure de parler des choses sérieuses. J'ai envie de vous dire, les playoffs, ça va être la guerre. Quand on regarde à l'ouest, quand on regarde à l'est, c'est chaud partout. Mais d'abord... C'est hyper ouvert. C'est ouvert, mais tout le monde peut aller au bout, en fait, on a l'impression. Tout peut se passer. Petit avis d'abord sur les play-in. Est-ce qu'on est toujours pour ou contre, en voyant ce qu'on a vu pour l'instant? Oh oui, vive les play-in. Ouais. Moi, je souhaite les play-in. Moi, je suis pas pour les play-in. Non? Moi, j'aime pas ce système de... Il y a 82 matchs pour avoir 8 équipes. Pourquoi encore rajouter des matchs pour donner la possibilité aux équipes qui sont 9 et 10e? Tu as eu 82 matchs pour faire ta place. J'entends ce que dit Anthony, et en même temps... il en faut pour tous les goûts. Non, c'est même pas ça, c'est que par expérience, depuis quand même quelques saisons qu'on fait ça ici sur Eleven, le mérite des play-in, c'est que ça a ramené de l'intensité, au moins dans le dernier tiers de la saison régulière. Au lieu de tanker... Parce que, franchement, avant les play-in, déjà toute la saison régulière, c'était parfois pénible. Mais alors le dernier tiers, avant les play-in, c'était... C'est vrai que ça devenait compliqué. Quand il y avait une équipe qui était 11e et qui... Et puis le low management et à droite et les blessures diplomatiques à gauche et ceci et cela. Tandis que les play-in, ça a ramené un gros suspense. Et qu'on le voit encore cette année, du suspense, des surprises. Qu'on ferait les Lakers. Mais d'autres aussi. Donc moi je trouve que tout ce qui peut amener un suspense supplémentaire et une intensité supplémentaire est bon à prendre. Est bienvenu. Mais ça n'est que mon avis. Sur cet avis-là, je suis d'accord. Mais voilà, tu as quand même 82 matchs pour faire ta place pour aller en play-off. C'est plus que suffisant pour moi. C'est vrai. On peut le voir comme ça aussi. L'idéal, c'est 72 matchs et des Voilà, 72 matchs et des plays. Ça peut être pas mal. Dites-nous aussi dans les commentaires, de la vidéo YouTube par exemple, si vous êtes pour ou contre les play-in. En attendant, messieurs, on va partir à l'ouest. Qui est pour vous le favori, ou allez, les 2 favoris à l'ouest? Anthony? À l'ouest, je pense que les Suns. C'est clair. Je pense que, avec la saison qu'ils ont montrée, la saison dernière, je pense que cette année, ils ont plus d'expérience que l'année passée pour aller jusqu'en finale. Et puis, voir ce qui pourrait se passer en finale. Mais je pense qu'ils ont retenu la leçon de la saison passée. Et, pour moi, les Suns sont grands favoris à l'Ouest. Deuxième, peut-être? Compliqué, ça. Deuxième, ça va dépendre, j'ai envie de dire Denver. Parce qu'on parle qu'ils pourraient récupérer certains joueurs blessés. Mais j'en doute pas. Mais voilà, ils ont quand même une bonne dynamique. Ils ont peut-être le Joker qui reste peut-être le MVP de cette saison. Donc, avec le Joker, tout reste possible. Ouais, ok. Eric? Les favoris. Phoenix, sans aucun doute. Tout le monde est d'accord. C'est l'année ou jamais, de toute façon. Et c'est peut-être les favoris au cours. Oui. Personnellement, je vois Phoenix champion. Ouais. Maintenant, si je dois parler d'autres équipes, pour le fun, je mettrai une petite pièce sur Golden State. Mais franchement, je ne les vois pas aller jusqu'aux finals. Pas cette année. Pas cette année, en tout cas. Et puis, en début de saison, j'avais dit Denver. Malheureusement, Jamal Murray et Michael Porter ne reviendront pas. Ça a été plus ou moins officialisé. Il y a 9 chances sur 10 maintenant, voire 9 chances et demie sur 10, que ces deux-là ne reviendront pas. Et sans eux, c'est trop court. Même avec tout le talent de Jokic, qui à un moment donné va s'essouffler. Je veux dire, il sur 7 matchs face aux Suns, pourra pas faire. On l'a vu dans les playoffs la saison dernière. Il ne pourra pas faire 4 séries de 7 matchs. Le problème de Denver, c'est que c'était une équipe finalement de saison régulière. Oui, mais surtout à cause des absents. Ouais. Parce que si Jamal Murray était là et si Michael Porter était là, avec la forme de Jokic, Denver, moi je les mettais. Alors là, je reviendrai à ce que j'ai dit en début de saison. Je mets une pièce sur Denver. Quasi favori alors à ce moment. Je les mettrais en tout cas juste derrière Phoenix. Et qui pourrait créer la surprise à l'Ouest? Je pense qu'on va être d'accord. Vas-y. Les Grizzlies, mais pas pour le titre. Pas pour aller non. En finals? Ça serait vraiment une grosse surprise. Ça serait marrant. C'est possible. Ça ferait vraiment un gros coup de fraîcheur. Avec cette jeunesse. Ils vont bien passer le premier round. Derrière,
soit ils vont vraiment contre Minnesota, donc le premier round. Et puis derrière, c'est Golden State. Après, ce sera Golden State ou... ou Denver. Golden State ou Denver, évidemment. Donc, si c'est Denver, Grizzlies... Par contre, si c'est Golden State, Grizzlies... Ils ont montré qu'ils pouvaient aller chercher des équipes du top quand Ja Morant décide. Oui, mais sur 7 matchs. Mais c'est peut-être l'inexpérience des playoffs qui va jouer aussi. On parle de 7 matchs, on parle aussi d'en face d'équipes qui ont, eux, déjà une grosse expérience des playoffs, que ce soit Denver ou que ce soit Golden State. Donc on a quand même des gars en face qui connaissent la musique. Ouais. Donc ça risque d'être difficile. Maintenant, ça serait une surprise. Voilà, ça serait une vraie surprise. Oui, clairement. Et c'est vrai que vous le sentez, je pense, et je pense que tout le monde commence à aimer cette équipe de Memphis, vu le vent de fraîcheur qu'ils apportent. J'ai une petite question aussi sur Dallas. Est-ce que c'est l'année pour Dallas de passer évidemment, ça dépend un petit peu de la blessure de Doncic. Mais parce qu'il y a eu un move que je trouve personnellement très intéressant avec Spencer Dinwiddie. Oui. Est-ce que Dallas peut espérer aller un petit peu plus loin cette fois-ci? Où est-ce qu'on les met, Dallas? Pour moi, ça reste encore court. Ouais. Parce que ça reste OK, Dinwiddie a un apport à côté de Doncic, mais ça reste quand même. Il manque encore pour moi une star dans la raquette. Au niveau de la raquette, un gars qui peut apporter des rebonds, des screens et compagnie pour Doncic, mais il manque pour moi une autre star dans la raquette. On parlait de Rudy Gobert et de Doncic, ensemble. Est-ce que ça fonctionnerait? Moi, j'aurais envie d'y croire parce que ça reste deux joueurs européens, donc ils connaissent le jeu, ils connaissent le pick and roll. Rudy Gobert, défenseur, donc ça apporterait la défense à Dallas. Et puis offensivement, ça apportera à Doncic des alley-oops, chose qui manque un petit peu. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, Dallas, moi je les vois demi-finalistes, mais pas plus. Oui, donc Dallas qui affronte Utah avec Doncic, avec Doncic, deuxième tour. Hein. Et avec Doncic en 30 points, 10 rebonds, 10 passes chaque match. Ouais. Sinon, même sans Doncic, même contre Utah, ça va être dur. Ouais, je dis même contre Utah parce que Utah n'est pas fringant. Après, Rudy Gobert à Dallas, il serait beaucoup plus servi qu'à Utah avec Donovan Mitchell. Avec minimum 3 ballons par match. Oui, ça c'est clair. D'ailleurs, on a pris sa défense enfin du côté américain, à Rudy Gobert. Bon, on passe à l'Est maintenant. On va commencer par la surprise. On va garder le favori pour après. Quelle serait la petite surprise à l'Est? Moi, j'ai bien envie de croire en Miami. Ah, ce serait une surprise? La surprise. Pas un favori, alors. Non. Ok. En surprise. Intéressant. Vu la saison régulière, moi, ma surprise, ce serait les Nets. Ok. C'est vrai, pas faux. Et les favoris, du coup? Est-ce qu'on switch? Est-ce qu'on part sur Miami favori et Nets surprise? Les favoris, je vais rester cohérent par rapport à ce que j'ai dit au début de saison. J'avais dit soit Milwaukee, mais il fallait garder un œil sur Miami. Ils sont là tous les deux, donc voilà. Ça sera l'un des deux, à mon avis. C'est très serré à l'Est. Et voilà. C'est difficile de dire lequel des deux va réussir à passer quand on regarde un peu Ah ouais, à l'Est, il y a Miami. À l'Est, on va quand même avoir des demi-finales qui risquent d'être Milwaukee, Brooklyn et Miami, Philadelphie. Donc, Logiquement. Tout le monde peut passer à l'Est, en fait. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est vraiment un pronostic, une vue d'esprit. Donc les demi-finales vont déjà être très costaudes à l'Est. Et donc pour sortir de là, il va falloir vraiment être très très fort. Donc voilà, ça sera pour moi l'un des deux. Milwaukee pour le back-to-back? Pourquoi pas? Y croit ou pas? Moi, j'ai envie d'y croire parce qu'ils ont quand même gardé presque la même équipe. Ils l'ont amélioré avec certains joueurs, des role-players qui vont faire la différence en play-off parce que c'est des joueurs d'expérience. Ouais. Donc ils ont des rotations supplémentaires. Ouais. Ils n'ont pas de blessés. C'est la grosse force de Milwaukee, c'est le banc. Hein. Ils ont un banc, ils ont bien travaillé leur banc parce qu'ils ont gardé leur 5 de base. Ils ont bien travaillé leur banc. Ils ont été chercher Grayson Allen pour le 5 de base, un shooter à 3 points. Puis ils ont quand même bien rempli les spots. Et Milwaukee au complet... Et ils vont devoir enchaîner déjà 2 vengeances d'affilée quasiment avec d'abord Boston. Non, d'abord c'est Chicago. Et puis Boston, puis peut-être les Nets. Ouais. Ah oui, c'est costaud. C'est costaud. Mais au niveau du banc, Miami, pas mal non plus. Hein. Oh oui, c'est ça. Donc, c'est 2 équipes. Voilà. Pour moi, c'est les deux. Maintenant, au vu de ce qui s'est passé en saison régulière, ce sont les 2 favoris à l'Est. Okay. Avec les Nets en possible surprise. Ouais. Bon, on a un petit peu... Et justement, on va quand même sortir un petit mot sur les Sixers. On a parlé d'Embiid, on a beaucoup parlé des Nets. Il y en a un qui est arrivé du côté des Sixers, parce qu'on dit justement qu'il devrait arriver en demi-finale, logiquement, vu qu'ils ont réussi un petit peu à faire partir Ben Simmons, un petit peu la cloche qu'ils avaient au pied. Qu'est-ce qu'on pense des Sixers et de James Harden, de ce duo-là?
Alors pour moi, James Harden à Philadelphie, c'est le meilleur move de la saison régulière, mais pour les Nets. Parce que les Nets, en échange, ont reçu Drummond, Curry et Simmons. Donc voilà, je pense que ça dit tout. D'accord, Anthony? Ouais, d'accord. Parce que les Nets ont récupéré une armada offensif et défensif, un 5 de base beaucoup plus puissant. Parce qu'avant, ils avaient juste James Harden et Kyrie quand il était là, ou KD quand il n'était pas blessé. Et maintenant, ils ont récupéré un Draymond. Et on a l'impression qu'Harden n'arrive plus à s'intégrer dans un... Non. Surtout qu'en plus, c'est une individualité, en fait. Ça. Et aux Sixers, tu as quand même encore un gars, on n'en a pas parlé beaucoup cette saison parce qu'il passe à côté, mais Tobias Harris, qui reste généralement un très bon joueur, avec un très bon rendement, mais cette saison, Donc, finalement, il reste que James Harden et Joel Embiid aux Sixers. C'est vrai que c'est une équipe avec 2 joueurs. Est-ce que ça va marcher ou pas, un duo comme ça? Si vous aimez les lancers francs, en tout cas, n'hésitez pas à regarder les Sixers, ça c'est sûr. Messieurs, un petit prono des finals avec le score. Mais, les Suns gagnent en contre. Bon, allez, de toute façon, tout le monde sait que les pronos, c'est pas mon fort. On les a, on va les partager après, d'ailleurs, les pronos. Moi, je vais mouiller, je vais dire Phoenix-Miami, Phoenix en 6. Ok. Moi, Phoenix-Bucks et les Suns en 7. Les Suns en 7, le Game 7. Donc une revanche. Voilà, la revanche de l'année passée, mais cette fois-ci, côté Suns. Bon, écoutez, vous voyez d'ailleurs, on va vous faire apparaître là petit à petit un petit peu les brackets, comme on dit, de Eric, de Anthony, et même le mien que j'ai fait, parce que vous pouvez aller sur 11sport.tv/NBA, et là vous aurez un petit peu toutes les informations sur ces playoffs du côté d'11, avec donc ce petit jeu qu'on vous propose de faire, de remplir ce bracket. N'hésitez pas à nous l'envoyer, et puis n'hésitez pas aussi à dire si vous êtes absolument pas d'accord avec nous, avec nos invités. On se retrouvera déjà dès samedi pour le match entre Memphis et Timberwolves. Qu'est-ce qu'on pense de ce premier match? Ça va être beau. Ça va être beau, hein, cette hype de Memphis avec le cœur de Pat Beverly. Il a un petit peu de mal avec ce joueur-là, mais c'est vrai qu'il apporte ça avec Anthony Edwards. Oui, ça va être un match très très intéressant. Cette série, vous avez dit, attendez, on les a ici. Donc, moi, j'ai mis Memphis en 5. Memphis en 5, c'est vrai, exactement. Moi, j'ai dit pareil, je crois. Memphis en 5, et moi, j'ai dit Memphis en 6. Donc voilà, rendez-vous dès samedi pour ce match de playoffs. On sera en direct, comme d'habitude, les week-ends, quand c'est avant minuit, et puis à partir des finales de conférence. Là, on va envoyer le maximum, et de toute façon, on se retrouvera avant les finals. Anthony, un petit mot pour la BeNext League, comment ça se passe pour l'instant? Ici, pour le moment, donc, la Ligue est départagée en 2 groupes. Donc, on a un groupe Gold et un groupe Silver qui reprend les 5 meilleurs les 5 meilleures équipes belges et les 5 meilleures équipes hollandaises qui jouent les unes contre les autres. Et puis, les 5 moins bonnes belges et hollandaises jouent les unes contre les autres. Oui, non, c'est s'accrocher. Puis alors, de ce classement-là, il va y avoir les 5 premiers donc, du groupe Gold. Et alors, le premier du groupe Silver va rejoindre son pays à chaque fois. Pour après avoir ensuite des playoffs belges et des playoffs hollandaises. Et ces équipes qui ne sont pas dans ces playoffs-là vont commencer les playoffs BeNext, dans lesquels vont jouer un match aller-retour. Et puis chaque équipe qui va être éliminée des playoffs nationales vont venir s'intégrer dans les BeNext Playoffs. Et donc la saison 2020-2021 se termine le 5 juillet 2023. Exactement. Ouais, c'est pas évident à comprendre. Mais... Content de voir des nouvelles équipes, un petit peu des nouveaux visages ou... Oui, parce que ça change un peu de jouer 4 ou 5 fois les mêmes équipes chaque année. Ça permet un peu de voyager aussi. Maintenant, sur le plan collectif cette année, c'est dommage qu'on n'est pas dans le groupe Gold pour Limbourg, mais bon. On a quand même l'impression que le niveau hollandais n'est pas extraordinaire. C'est ce qu'on a. Si on prend le groupe Silver et qu'on prend le groupe Silver et qu'on regarde côté belge, qu'on regarde les équipes comme Liège et Bruxelles qui avaient gagné le moins de matchs en Belgique, ils parviennent à gagner contre ces équipes hollandaises. Donc de ce côté-là, le niveau est un petit peu moins élevé de ce côté-là, mais par contre, quand on regarde le groupe Gold, on voit les équipes hollandaises qui battent les équipes belges et vice-versa. Enfin, c'est toujours Ostende qui est premier. Voilà, toujours. Ils ont perdu une fois. Aïe. S'ils ont perdu une fois, c'est chaud. Voilà. Non, mais on reviendra évidemment aussi sur cette BeNext League. C'est la première saison, donc il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On imagine, en attendant
Anthony, Eric, on a un cadeau. Et oui, effectivement, c'était de lui qu'on parlait, de Nikola Jokic. On a un petit cadeau pour vous, mesdames et messieurs, donc dans la section commentaires de la vidéo YouTube de ce podcast. Donc n'hésitez pas à venir sur YouTube, vous trouverez assez facilement cette émission. Pour gagner ce maillot de Nikola Jokic, vous nous dites tout simplement qui est pour vous le MVP de la saison, vous commentez et puis on fera un tirage au sort. C'est pas parce que c'est le maillot de Nikola Jokic qu'il faut dire Jokic. De toute façon, on tirera au sort. Donc n'hésitez pas à nous dire votre vrai avis. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là pour cette très chouette émission. Anthony, à bientôt, j'espère. À bientôt. Et donc, Eric, à bientôt. Oh bah oui. Et surtout, des bons playoffs, messieurs. Oui, surtout. Merci. Des bons playoffs à vous et à très bientôt sur Eleven Sport. Bye bye. Salut. Ciao.